Bonjour à toutes et à tous, on poursuit notre apprentissage sur les condensateurs. On a vu une première vidéo sur le découplage dans laquelle je vous expliquais les différents concepts. Il s'agit maintenant de voir comment on va pouvoir vraiment déterminer les capacités de découplage dans le cas d'un circuit avec commutation. Je vous rappelle que c'est un petit peu différent en fonction du fait que le circuit est un circuit qui commute ou un circuit plutôt analogique. Donc l'objectif, très clairement, ça va être de déterminer la valeur de deux condensateurs qui vont chacun agir sur des aspects différents, de façon à obtenir à la sortie un signal qui s'apparentera à celui-ci et qui tiendra dans un intervalle de valeur de l'ordre de plus ou moins 0,1 volt par rapport à la tension de référence de l'alimentation. Pour pouvoir réaliser cela, ce que je vous propose, c'est donc un circuit de simulation. Et dans ce circuit de simulation, on va voir apparaître à la fois ici ce qui correspond à notre source d'alimentation. Alors cette source d'alimentation, c'est du plus 5 volts, que je dirais parfait, qui transite par l'intermédiaire d'un câble USB. Ce câble USB, c'est un câble de 1 mètre en 18 AWG, ce qui signifie donc des câbles de 1 mm² pour la partie alimentation, dont on peut calculer la résistance. 20 milliohms, ça c'est 1 mètre de câble de 1 mm² en cuivre. Il y a le VCC pour l'aller, GND la masse pour le retour, ce qui conduit à 42 milliohms de résistance. On peut ajouter à cela la présence de deux connecteurs, un connecteur à chaque extrémité du câble, et les résistances de contact de ces connecteurs sont à peu près de 30 milliohms. Il y en a deux connecteurs fois deux câbles, pour le VCC et le GND, ce qui conduit à 120 milliohms supplémentaires, donc une résistance de source de 162 milliohms. Par ailleurs, ce câble, il possède une inductance propre. Cette inductance propre, elle s'évalue à peu près à 1,5 microhenry si on tient compte donc des deux câbles, le VCC pour le plus 5 volts et le 0 volt pour le retour du courant. Donc 1,5 microhenry. La charge maintenant. Bon, cette charge, il s'agit en fait de modéliser un circuit numérique par une source de courant. Source de courant qui va donc être une source de courant pulsée avec une commutation à 10 kHz du courant. Et ce courant, je l'ai fixé ici à 0,1 A, 100 mA. Temps de montée et temps de descente, 2,5 nanosecondes. Bon, c'est à peu près fidèle à ce qu'on peut trouver pour des petits microcontrôleurs ou un comparateur rapide. Alors, avant de s'intéresser au découplage, ce que je vous propose de voir, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va finalement simuler le circuit sans capacité de découplage. Donc, si j'alimente directement ma charge à partir de l'alimentation qui provient du câble USB ici, voilà ce que j'obtiens pour le VCC. J'obtiens donc un signal dont on peut voir qu'il présente des pics au moment des commutations, des pics qui sont vraiment extrêmement importants. Ici, quand on a la commutation positive, quand on passe de 0 à 100 mA sur la charge, on se retrouve avec un pic à moins, plus de 50 volts, moins de 50 volts. Et puis ici, on va se retrouver avec un pic au moment de la commutation, je dirais à la baisse de la source, d'une surtension qui va excéder 60 volts. Bon, clairement, si je place un circuit intégré à la place de la source de courant, il va y avoir un souci. À un moment donné, on va détruire le composant. Et de toute façon, ce composant ne va jamais fonctionner correctement du fait de la présence des surtensions. Ça veut dire que si c'est un microcontrôleur, éventuellement on va avoir des resets qui vont être initiés sur ce microcontrôleur, peut-être même qu'il ne va jamais démarrer. Bien, donc de façon très claire, on voit qu'il y a la nécessité de mettre en place un dispositif pour améliorer ça. Alors ce dispositif, je vous propose que ce soit donc un condensateur de découplage. Condensateur de découplage qui, au moment des pics de courant, va être capable d'apporter les charges nécessaires à la source. À la source de courant qui ici représente la charge. Alors si on considère que notre cahier des charges c'est un delta VCC inférieur à 0,1 volt, on peut calculer la charge nécessaire à chaque commutation. À chaque commutation, la charge, c'est donc
Coulomb qui nous la donne, hein, delta Q égale I fois delta T. Je connais I, je connais delta T, et par conséquent, je peux calculer la variation de charge qui est donc de 0,25 nanocoulomb. C'est ce que va prélever ici la source de courant, hein, qui matérialise la charge de notre circuit. Pour ce qui concerne le condensateur, on connaît la loi Q égale C fois V. Donc delta Q égale C delta VCC. Le delta VCC est connu, doit être inférieur à 0,1 volt, et par conséquent, ça nous donne un delta Q sur C inférieur à 0,1 volt. Et finalement, un C supérieur à 2,5 nanofarad. Je vous propose, pour la simulation, de mettre en place une capacité de 3,3 nanofarad et de voir ce que ça donne. Bien, alors, pour faire gagner du temps, j'ai effectué le changement sur le schéma hors enregistrement. Voilà ce qu'on obtient donc lorsqu'on met en place cette capacité de découplage de 3,3 nanofarad. Donc, ce que l'on voit, ça nécessite un petit effet de zoom pour bien comprendre. Ce que l'on voit, c'est un signal qui est ici oscillant, pratiquement sinusoïdal, si on en croit l'allure, avec une décroissance, ici on le voit, du maximum du sinus. Donc globalement, c'est une exponentielle qui multiplie un sinus. Alors si on retire le zoom, on revoit bien effectivement cette décroissance exponentielle ici. Bien, ce n'est pas tout à fait ce qui était attendu, même si, à partir du moment où on connaît le circuit qui apparaît ici, tout ce circuit, qui est constitué finalement d'une inductance, d'une résistance, d'une capacité, mais à partir du moment où je reconnais cette structure, je dois me dire, effectivement, j'ai affaire à un circuit RLC, et ce circuit RLC, sous certaines conditions, il peut effectivement amener à avoir des variations, comme on vient de l'observer ici, c'est-à-dire une exponentielle décroissante que multiplie une réponse sinusoïdale. Alors évidemment, ça nécessite de connaître ces fameux circuits RLC. Ce circuit RLC, c'est ce qu'on appelle une cellule de second ordre. C'est quelque chose d'absolument essentiel à connaître quand on s'intéresse un petit peu à l'électronique. Alors, un petit rappel, et pour ceux qui ont besoin de connaître davantage de choses sur ce circuit RLC, pour ceux pour lesquels ce n'est pas un rappel, mais plutôt une découverte, je vous propose d'aller voir le cours correspondant sur ge2i.fr. Donc si j'effectue ce qu'on appelle la réponse indicielle du circuit RLC, avec un circuit comme celui-ci, c'est-à-dire que j'envoie ici un pulse sur V1, et que je viens ici faire varier la résistance en proposant 3 valeurs différentes de cette résistance, je vais obtenir une réponse comme celle-ci à la sortie, c'est-à-dire aux bornes du condensateur. Ces 3 réponses, elles sont caractérisées par ce qu'on appelle 3 facteurs d'amortissement différents. Ce facteur d'amortissement, c'est un coefficient qu'on note très souvent M, ou Xi parfois, qui se calcule en fonction de R, L et C, avec la relation 1,5 de R fois racine de C sur L. Dans le cas où M est très grand, il y a un fort amortissement de la réponse. Et par conséquent, le système n'est pas oscillant. On va donc obtenir un circuit comme celui-ci, une réponse comme celle-ci. Dans le cas maintenant où M est égal à 1, un facteur d'amortissement exactement égal à 1, on va obtenir une réponse comme celle-là, qui semble être d'une certaine façon un petit peu optimale, même si dans d'autres cas de figure, la valeur optimale, c'est plutôt racine de 2 sur 2 qui est retenue, et qui présentera un léger dépassement. En revanche, lorsque le facteur d'amortissement est petit devant 1, ici par exemple avec M égale 0,1, on obtient une réponse qui est très oscillante. Bon, on a compris, ça correspond à ce qu'on a là-bas. Et ce qu'on a là-bas, on peut effectivement le calculer, et si on calcule, on va trouver effectivement quel est le coefficient M dans le cas qui nous intéresse. Et dans le cas qui nous intéresse, avec les valeurs qui ont été retenues ici, avec les 3,3 nanofarad, on se retrouve avec une valeur de M qui est de 3,8 10-3. Effectivement, c'est beaucoup plus petit que 1, et par conséquent, j'obtiens un système qui est
oscillant, avec une pseudo-période, pseudo-fréquence, ici, qui est de l'ordre de 2,26 MHz. Alors ça, c'est le calcul. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir au niveau de la simulation une petite vérification de ces 2,26 MHz. Et pour ça, je vais utiliser des curseurs. Alors, on va zoomer la partie intéressante. Voilà, comme ceci. On va peut-être même zoomer un peu plus. Voilà, comme ça. Et je vais aller placer un premier curseur à peu près au centre, ici. Je place un autre curseur une période plus tard, ici. Et j'obtiens ceci, 2,26 MHz. Donc c'est exactement ce que le calcul nous donne. Et donc effectivement, ce régime d'oscillation, il est bien du fait de la présence d'un circuit RLC dans notre schéma, avec la capacité qu'on a calculée, mais des éléments sur lesquels on ne peut pas agir, puisqu'il s'agit de notre câble USB. Bien, alors maintenant, on s'intéresse à la possibilité de réduire ces oscillations. Pour les réduire, il faut augmenter la valeur du facteur d'amortissement M. Quand on voit l'expression, il est relativement simple de voir comment agir pour pouvoir augmenter la valeur de M. Soit on augmente R. Alors augmenter R, ce n'est pas souhaitable en général parce que ça va augmenter la chute de tension. Si les courants sont importants, cette chute de tension très rapidement va devenir inacceptable. On peut éventuellement procéder comme ça lorsque les courants sont franchement faibles. Ensuite, au niveau de L, L, il faudrait pouvoir la diminuer pour pouvoir augmenter la valeur de M. Diminuer la valeur de L, ça veut dire changer le câble USB, on prend un câble plus court. Mais là, en l'occurrence, notre cahier des charges nous impose ce câble de 1 mètre. Donc là, on n'a pas vraiment de levier pour pouvoir diminuer la valeur de L. Il nous reste la possibilité d'augmenter la valeur de C. Alors effectivement, c'est ce qu'on va faire. Et ce que je vous propose, c'est de voir maintenant qu'est-ce que ça donne si je choisis d'imposer un facteur d'amortissement qu'on pourrait qualifier d'optimal, mais en fait c'est plutôt une version un peu simpliste de la chose, que de prendre M égale à 1. Souvenez-vous tout à l'heure de la caractéristique que je vous ai montrée, où on avait quelque chose qui s'amortissait plutôt bien avec M égale 1. Donc ça conduit, si on reprend cette expression-là, celle du facteur d'amortissement, et qu'on remplace M par 1, à trouver une valeur de C égale à 4L sur R carré, c'est-à-dire avec les valeurs présentes ici, 228 microfarads. Bon, pour la simulation, moi je retiens 220 microfarads. Et voilà ce qu'on obtient. Avec ces 220 microfarads, j'obtiens quelque chose qui est tout à fait satisfaisant parce que je reste dans des limites qui sont, on est pratiquement à 5 volts tout le temps, à 3 millièmes près. Donc, super. Sauf que la réalité, c'est pas ça. Et très rapidement, quand on impose ce qui est conforme à la réalité, c'est-à-dire un vrai condensateur, des pistes de circuits imprimés, eh bien tout ça, ça dégringole et on va devoir affiner le modèle de l'ensemble de notre circuit pour pouvoir trouver exactement ce qui va se produire en réalité. Alors, pour affiner la modélisation, on s'intéresse d'abord au circuit imprimé pour commencer. Alors, sur ce circuit imprimé, j'ai placé ce qui correspond ici au circuit intégré que l'on veut alimenter à cet endroit-là. Donc ce circuit intégré, il a une broche VCC, il a une broche GND, et on a placé ici ce qui correspond à une source de courant pulsé. Bien ensuite, on a nos deux capacités de découplage. On va partir sur le principe d'avoir une capacité de découplage globale et une capacité de découplage locale. La capacité de découplage globale, ici, c'est C2. Elle est reliée à la capacité de découplage local, un condensateur de découplage local, je devrais plutôt parler de condensateur, par l'intermédiaire d'une piste de 1 mm de large, 35 micromètres d'épaisseur, ce qui conduit à une inductance de 5 nanohenries. Je vous rappelle que sur le site ge2i.fr, vous avez une boîte à outils PCB
qui permet de calculer cette inductance. Bien, on poursuit, on arrive donc sur la capacité, sur le condensateur de découplage local, et ce condensateur de découplage local, il est relié vraiment au plus proche, relié au plus proche avec le composant qu'il est censé suppléer ici en charge par une piste la plus courte possible et qui conduit à avoir une inductance de piste de 0,5 nanohenry. Évidemment, on a un plan de masse sous l'ensemble du circuit et chaque élément est relié au plan de masse par l'intermédiaire d'un petit bout de piste et d'un via. Et ça, ce sont chaque fois 1 nanohenry qui apparaissent. On va dire à peu près 0,3 pour la piste parce qu'elle est extrêmement courte et 0,7 pour un via de 0,6 mm de diamètre de perçage. Alors je ne vais comptabiliser que cette piste et ce via-là que j'ajouterai au 0,5 nanohenry donc de l'inductance de connexion à notre circuit intégré. Pour les autres, dans un premier temps, pour simplifier, on va négliger ces 1 nanohenry. Bon, ils ne le sont pas dans l'absolu, parce que 1 nanohenry, c'est plus que ce que l'on va avoir pour beaucoup de capacités de condensateurs de découplage. Enfin bon, tout ce qu'on va voir restera valable évidemment. Il faut également prendre en compte le modèle des condensateurs. Alors ces modèles des condensateurs, on les a vus dans la vidéo qui parlait de l'impédance d'un condensateur en fonction de la fréquence. Ici, j'ai retenu pour les condensateurs de découplage global, donc des condensateurs de type électrolytique aluminium, dont on peut voir le modèle ici pour un condensateur de 47 microfarad, 25 volts. Ce condensateur, il possède donc une inductance série parasite de 2,58 nanohenry et une résistance série relativement élevée de 0,39 ohms. On aurait pu, et je le montre ici, mais je ne vais pas faire les calculs par la suite avec, prendre de l'aluminium polymère et dans ce cas-là, chez Würth Electronic, le 47 microfarad 25 volts nous amène à une inductance série parasite supérieure à ce qu'on a pour l'électrolytique aluminium, 4,15 nanohenry. En revanche, la résistance série est beaucoup plus faible. Donc lorsque les courants commutés seront importants, c'est plutôt vers ce type de condensateur-là qu'il faudra se diriger. Ici, vous pouvez voir les modèles, et sur ces modèles, on voit apparaître également une résistance parallèle dont je n'ai pas tenu compte, moi. Pour le condensateur de découplage local, différentes valeurs possibles, toujours chez Würth Electronic. Alors je vous rappelle que dans une vidéo, j'ai montré comment on pouvait ajouter les modèles des condensateurs Würth Electronic dans LT-Spice. Le 3,3 nanofarad qu'on a utilisé tout à l'heure, on va pouvoir le remplacer avec un condensateur réel pour voir ce que ça donne. Donc ce sera une version 25 volts avec un diélectrique de type X7R en boîtier 0,805. Alors tout ça, c'est pas anodin, ça a vraiment de l'importance de connaître le diélectrique et le boîtier utilisé pour les condensateurs de type céramique. Effectivement, ces condensateurs de type céramique, ils ont un très gros défaut. Ils ont plein de qualités, mais ils ont un défaut qui est extrêmement important, c'est que pour les valeurs relativement élevées de condensateurs, la valeur de la capacité sera très fortement dépendante de la tension de polarisation du condensateur. Pour être clair, un condensateur qui est calibré pour 16 volts maximum, si vous lui mettez 15 volts à ses bornes, eh bien vous allez vous retrouver avec un condensateur dont la valeur parfois chutera de 80% en réalité. La capacité va chuter de 80%. Ça, c'est ce qu'on obtiendra pour du X5R par exemple. Tout cela, vous pouvez le voir dans la vidéo qui concerne les condensateurs céramiques. Alors, pas en ligne au moment où je crée celle-ci, mais qui apparaîtra bientôt. Bien, vous avez les modèles équivalents. On ne va pas tellement continuer à s'intéresser aux modèles puisqu'on va les utiliser. Alors, si je regarde un petit peu ce que ça donne d'une façon globale,
je retrouve ici mon câble d'alimentation avec ma source d'alimentation 5 volts. Un premier condensateur qui est le condensateur global, suivi d'une inductance de piste de 5 nanohenry qui relie les deux condensateurs de découplage. Ici, le condensateur de découplage local, cette fois-ci, avec les valeurs de son modèle, par exemple, pour la version 100 nanohenry, 100 nanofarad, évidemment. Ici, on trouve l'inductance de la piste plus l'inductance de via pour aller vers le GND de 1,5 nanohenry et on arrive au circuit intégré. Bien, alors ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu l'impact de chaque élément séparément. Et on va commencer par regarder l'impact de la capacité de 3,3 nanofarad lorsqu'on prend donc un vrai condensateur de 3,3 nanofarad et on met en place les inductances de connexion. Donc pour ça, on se rend sur LTSpice et on modifie le schéma. Alors, on commence par voir ce que ça donne avec une capacité de découplage global de 47 microfarads. Alors pourquoi 47 alors que précédemment on avait 220 ? Tout simplement parce qu'on a vu dans les modèles que la capacité, le condensateur, il possède une résistance série. Cette résistance série, elle est importante. Vous pouvez voir qu'ici, elle est même plus de 2 fois plus importante que la résistance série de notre câble. Et la conséquence, c'est que la présence de cette résistance série, pour laquelle je n'ai pas besoin de voir le courant, cette résistance série, elle va avoir une incidence sur le facteur d'amortissement. Elle va augmenter le facteur d'amortissement. Et par conséquent, on va pouvoir abaisser la valeur du condensateur. Alors là, en l'occurrence, pour cet aspect-là, ça tombe plutôt bien, parce qu'un condensateur, plus la valeur est importante, plus c'est coûteux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'avoir une résistance série importante, c'est toujours bien. Mais là, pour le cas qui nous intéresse, c'est plutôt arrangeant, quoi. Et effectivement, quand on regarde le résultat de simulation, donc sur ce qui correspond au pic au moment donc, de la commutation de 0 à 100 mA au niveau de la charge, voilà ce qu'on obtient. On a donc un pic qui descend ici à 4,6 volts. On n'est pas encore dans les clous par rapport aux 4,9 que l'on souhaiterait, mais en tout cas, on a approché. On a donc ce phénomène transitoire et ensuite on a un phénomène qui est beaucoup plus lent qui apparaît dans cette zone-là. Et ce phénomène beaucoup plus lent, c'est celui qui est lié à l'amortissement de notre circuit RLC. Alors circuit RLC un petit peu modifié, puisque maintenant il faut prendre en compte les différents éléments de ce circuit RLC. Et les différents éléments, on l'a dit, c'est une résistance ici plus une résistance là. Donc 2 résistances en série qu'il faut comptabiliser pour obtenir la résistance du circuit RLC global. Si on regarde de façon plus fine à ce niveau-là ce qui se passe, eh bien ce qu'on voit, c'est conforme à ce qu'on peut en attendre, qui correspond au fait qu'on a un début ici d'amortissement et en même temps on a un pic à la descente, et ce pic à la descente, il provient du fait que notre source, c'est une source qui croît en courant de façon linéaire, avec un temps de montée de 2,5 nanosecondes, un courant de 0,1 ampère sur la valeur max, et ça, ça donne un LDI de T sur dt qui est constant, que l'on prend négativement, et donc on a cette chute de tension qui est due au LDI de T sur dt. Bien, alors on va pouvoir maintenant s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on met une capacité de découplage plus petite. Mais avant, ce que je vous propose, c'est de faire une petite synthèse de ce qu'on vient de voir avec cette valeur de 47 microfarads. Et avec cette valeur de 47 microfarads, ce qu'on a fait apparaître, c'est un amortissement qui, si on le calcule, avec les valeurs qui interviennent ici, cet amortissement, il est de 1,54. Supérieur à 1, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de régime oscillant dans la réponse que l'on observe. J'ai mis la fréquence propre, mais elle ne nous intéresse pas ici. Deuxième cas de figure intéressant, c'est celui où maintenant on va venir ajouter donc, la capacité de 3,3 nanofarad toute seule.
Et là maintenant, je vous propose de voir au niveau de la simulation ce que ça donne. Alors, avec la capacité de découplage local toute seule, voilà ce qu'on obtient. Alors, c'est un petit peu différent, si vous vous souvenez, de ce qu'on avait obtenu lorsque les inductances de ligne n'étaient pas présentes, ces inductances-là, et également lorsque la résistance, surtout la résistance R7, ici, qui est celle du condensateur, n'était pas présente. Effectivement, cette résistance, elle vaut 0,1 ohm à peu près. La résistance de notre câble, c'est 0,162. Donc, par conséquent, la présence de la résistance série du condensateur a une incidence sur l'amortissement. Et d'ailleurs, on le voit, c'est assez net, l'amortissement est beaucoup plus rapide ici que ce qu'on avait lorsqu'il n'y avait pas les inductances de ligne et lorsque le condensateur n'était pas considéré comme réel, lorsqu'on avait simplement pris une capacité parfaite. On peut mesurer ici, comme on l'a fait précédemment, ce qui correspond donc à la pseudo-période qui apparaît. Pour pouvoir faire la mesure, on reprend le même procédé. Ici, hop, je vais prendre donc, le curseur numéro 1, je vais le mettre par là. Le curseur numéro 2, je l'amène par ici. Et puis là, je vais reprendre le 1 que je vais positionner correctement. Bien, j'obtiens une fréquence de 2,25 MHz. Ce n'est pas un gros changement par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, évidemment. Donc, si on fait la synthèse de ce qu'on a observé, d'abord, ce qu'on observe très clairement, c'est qu'on n'est pas dans les clous par rapport aux 0,1 volts de part et d'autre de 5 volts que l'on souhaiterait. Nous, on souhaite un VCC qui reste entre 4,9 et 5,1. Là, ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce qu'on a utilisé des composants réels et parce qu'on a une source, dont je vous le rappelle, qui possède une inductance série parasite qui est importante et une résistance série qui l'est également. Donc si on fait la synthèse, on a cette fois-ci donc un circuit RLC, toujours, qui intègre tous ces éléments-là. Donc il faut faire la somme des différentes inductances. Vous pouvez noter que l'inductance de 1,5 microhenry domine très largement, donc on peut se contenter d'elle. Et pour la capacité, on a 3,3 nanofarad. Quant aux résistances, il faut faire la somme des deux résistances ici parce qu'elles sont dans des ordres de grandeur proches, qui ne permet pas d'en simplifier une. Et on obtient, comme ceci, un coefficient d'amortissement M de 6,2. Pardon, 6,2 10-3. Bon, clairement, c'est très petit devant 1. C'est ce qui conduit au régime que l'on a vu tout à l'heure, qui est un régime donc pseudo-oscillant avec un amortissement exponentiel. La fréquence de résonance de notre système, 2,26 MHz, c'est effectivement ce qu'on observe quand on effectue la mesure sur la simulation. Donc c'est bien ce circuit RLC série qui est la cause de l'oscillation qui apparaît au niveau du composant. On poursuit et maintenant on va voir ce qui se passe lorsqu'on prend en compte maintenant les deux condensateurs de découplage. Et pour ça, à nouveau, on se rend sur la simulation. Donc sur cette simulation, sur le schéma, j'ai ajouté la seconde capacité de découplage, la capacité de découplage globale. Je relance la simulation. Alors cette fois-ci, la réponse est un petit peu plus lente à obtenir, mais déjà, on commence à voir apparaître ce qui est intéressant. Voilà, et je vais zoomer la partie vraiment intéressante ici au moment de la commutation. J'ai pris le curseur. Hop. Bien, donc au moment de la commutation, le passage de 0 à 0,1 ampère du courant, j'ai donc obtenu une réponse comme celle-ci. Cette réponse, elle fait apparaître deux choses. Et ça, c'est vraiment intéressant. Elle fait apparaître un phénomène rapide ici. Alors, on pourrait même dire qu'elle fait apparaître trois choses. On va zoomer un petit peu mieux que ça. Comme ceci. Voilà, pour bien prendre la totalité.
Donc un phénomène qui est vraiment rapide, qui est lié donc à la commutation du courant et à la réponse au niveau des inductances. Ensuite, si je zoome davantage, hop. Donc je vois très clairement ici, au début, sur cette partie-là, la commutation, vraiment immédiate. Et le fait qu'il y a une inductance de ligne de 1,5 nanories qui se trouve ici. Ensuite, je trouve une réponse amortie. Cette réponse amortie, oscillante, elle est le fait de la présence d'une cellule RLC dans notre système. On connaît ça, c'est toujours pareil. Et puis ensuite, on a ici un signal dans cette partie-là, qui est également un signal amorti, mais cette fois-ci qui ne fait pas apparaître d'oscillation, et qui est donc lié à une autre boucle RLC. Effectivement, dans notre système, on voit qu'on a 3 boucles qui apparaissent. Et pour ça, je vais retourner sur la diapositive, ici. J'ai une première boucle qui apparaît ici très clairement, et pour laquelle on a vu qu'on avait calculé donc, le condensateur de 47 microfarad de façon à avoir un amortissement sur ce point-là. Ensuite, j'ai une deuxième boucle ici. Cette deuxième boucle, c'est un autre circuit RLC d'une certaine façon, pour lequel on peut calculer les caractéristiques. Ces caractéristiques, quand on les calcule, eh bien, elles sont les suivantes. On a un amortissement de 0,15 et on a une fréquence de résonance de 30,32 MHz. Alors, pour effectuer le calcul, je vous rappelle qu'on fait la somme des résistances qui apparaissent. On effectue la somme des inductances qui apparaissent. Ici, il n'y en a aucune qui est négligeable par rapport à l'autre. Et enfin, on fait la somme des capacités. Attention, somme des capacités, quand elles sont en série, ce n'est pas la somme qu'on effectue. C'est donc ce qui correspond à une mise en série de capa. Et ici, ça donnera donc du C1 fois C5 sur C1 plus C5. C'est ça la mise en série de capacité. Bon, globalement, il y a une capacité qui vaut 3,3 nanofarad, une qui vaut 47 micros. Celle qui domine très largement quand on effectue ce calcul, c'est évidemment la 3,3 nanofarad. C'est elle qui va être la cause de la réponse que l'on va obtenir. Et par conséquent, on peut même négliger dans ces calculs la capacité de 47 microfarad au niveau de cette boucle. Alors ces valeurs-là, je peux les vérifier sur ma simulation. Alors notre curseur, hop, on en a... Pardon, j'ai pas pris le curseur. On va zoomer à nouveau. Comme ceci. Je prends le premier curseur, je vais le mettre... Je vais essayer de le mettre par là. Voilà. Je vais prendre le second et je vais essayer de le mettre une période plus loin. Par ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un petit peu mieux et on va déplacer donc le curseur à la même hauteur que l'autre. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mesurer à peu près la pseudo-période. Alors, que me donne mon tableau de mesure? Eh bien, une différence ici temporelle de 32 nanosecondes, ce qui conduit à 30,76 MHz. Bon, moi j'étais à 30,32 MHz sur le calcul effectué avec les différents composants. Ça colle bien. Le 0,16 pour le coefficient d'amortissement, on ne va pas le mesurer ici, évidemment, mais en tout cas, intuitivement, on voit qu'effectivement ça correspond parce qu'on a un système qui est amorti, alors qui est plus amorti que ce qu'on avait précédemment, ce qui est bien le signe d'une valeur de M qui a progressé, qui a augmenté. Alors, il reste que ce système, est-ce qu'il est dans les clous déjà? Est-ce qu'il est dans les clous? Alors, pas tout à fait, parce qu'on atteint ici un peu plus de 5,1 volts. Donc, ce n'est pas tout à fait dans les clous. Mais ça commence à être satisfaisant. Par ailleurs, on a quand même ici une oscillation. Alors, cette oscillation, elle apparaît, je vous le rappelle, dans la boucle que vous pouvez voir apparaître ici. Bon, cette boucle-là, elle fait intervenir une piste de circuit imprimé
qui conduit, qui relie les deux condensateurs de découplage. Et cette piste de circuit imprimé, elle n'est pas forcément très longue, mais en tout cas, elle a une certaine longueur. Et la présence d'un signal oscillant, comme celui qu'on voit apparaître ici, dans certains cas de figure, pourra être gênant, tout simplement parce que le fait qu'on a un système qui oscille, ça va conduire, en termes de fréquence, à avoir une piste de cuivre qui va rayonner à cette fréquence-là. Et ce rayonnement à cette fréquence-là, ça peut amener à des perturbations sur d'autres éléments autour de la carte. Et donc, si on peut éviter d'avoir ces oscillations, ce serait plutôt bien. La méthode pour faire disparaître ces oscillations, c'est toujours la même que ce qu'on a vu jusqu'ici. On a affaire à une boucle, on l'a dit ici. Sur cette boucle, pour pouvoir faire disparaître l'oscillation, il faut augmenter la valeur du coefficient d'amortissement. Pour augmenter la valeur du coefficient d'amortissement, alors je peux choisir une autre capacité de 3,3 nanofarad, par exemple, avec une résistance R7 plus élevée. Ça va être un petit peu lourd comme procédé, parce que la résistance série d'un condensateur, ce n'est pas le premier élément que l'on trouve dans une documentation. Le premier élément, c'est vraiment la valeur de la capacité. Et ici, le plus simple, ça va être d'augmenter le condensateur, ici C5, et prendre une valeur plus élevée. On pourrait faire en sorte de rapprocher le condensateur de découplage global plus proche du condensateur de découplage local, de façon à limiter cette valeur L1 de 5 nanohenry. Mais il se trouve que le condensateur de découplage global, il est utile pour d'autres composants, donc il ne peut pas être proche de tous les composants en même temps. Il y aura donc toujours une piste ou un plan d'alimentation pour pouvoir effectuer la liaison avec les autres condensateurs. Donc on le laisse à sa place, et par contre, on va changer cette valeur de 3,3 nanofarad et on va passer à 100 nanofarad. En termes de coût, ça n'aura pas un impact très important parce qu'on est sur des petites valeurs, et sur ces petites valeurs, on reste sur des fourchettes de prix qui sont relativement semblables. Bien, donc j'ai effectué la modification hors enregistrement pour gagner un petit peu de temps. Je relance la simulation. Notez que la valeur ici de la résistance série pour le condensateur de 100 nanofarad a diminué par rapport à ce qu'on avait pour le condensateur de 3,3 nano. De la même façon, l'inductance a un petit peu augmenté. Donc globalement, tout ça, ça contribue à avoir une baisse du facteur d'amortissement, mais comme on a beaucoup augmenté la capacité, il n'y a pas de problème, on va se retrouver avec un facteur d'amortissement qui va plutôt bien coller. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir. Alors d'abord, au niveau de la réponse, c'est super intéressant, parce qu'au niveau de la réponse, c'est bon, maintenant on est en dessous les 5,1 volts, et on est au-dessus des 4,9. Donc c'est impeccable, là ça correspond à ce que l'on souhaitait pour le cahier des charges. Si maintenant je zoome cette partie-là, c'est terminé, je n'ai plus d'oscillation, j'ai juste un petit dépassement qui est lié à la valeur du coefficient d'amortissement qui se situe entre racine de 2 sur 2 et 1. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va aller voir au niveau du calcul sur la diapositive, puisque comme vous pouvez le constater ici, si on prend en compte les différents éléments qui apparaissent, on obtient une valeur de M de 0,72. Alors, racine de 2 sur 2, c'est la valeur limite à partir de laquelle il y a effectivement résonance. En dessous de laquelle racine de 2 sur 2, ça vaut 0,707. Et donc, ce qu'on voit, c'est que notre facteur d'amortissement ici est de 0,72, donc un tout petit peu au-dessus de la valeur pour laquelle il peut y avoir résonance. Donc, évidemment, il n'y a pas de résonance, et ça conduit à ce que vous venez d'observer ici sur le résultat de simulation. Bien, voilà, on a fait à peu près le tour. On a vu ce qui pouvait être intéressant sur l'existence de ces deux capacités de découplage différentes, deux condensateurs de découplage différents, localisés différemment. Donc les deux sont importants. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer également quel est l'impact du mauvais placement du condensateur de découplage local. Ce condensateur de découplage local, je vous rappelle, on le met juste à côté du circuit intégré.
vraiment au plus proche. Et on limite les longueurs de piste. Qu'est-ce qui se passe si jamais on ne respecte pas ce critère? Donc si on ne respecte pas ce critère, eh bien, ça veut dire qu'on va donc avoir, par exemple, déjà des pistes qui ne seront pas assez larges. Ouais. On va supposer qu'on met une piste de 0,5 mm de largeur. Et puis notre condensateur de découplage, on va très mal le placer. Et comme on va mal le placer, on va le mettre à, je ne sais pas moi, 25 mm de distance. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une inductance de piste de 15,45 nanohenrys. Alors je ne compte pas le via qui pourrait apparaître. On va se limiter à une simulation avec ce 15,45. Et donc, on retourne sur le logiciel de simulation. On modifie l'inductance ici. Et on va donc mettre 15,45 que l'on vient de calculer. Et c'est parti, je relance la simulation. Et là je trouve que le résultat est franchement intéressant. Donc je viens de mettre ma capacité de découplage à 25 mm du circuit intégré. Je vous rappelle, c'est la capacité de découplage locale, celle de 100 nanofarad. Et lorsque je commets cette erreur, parce que vraiment fondamentalement c'est une erreur, je me retrouve ici avec des dépassements, des surtensions qui vont excéder 0,6 volts en amplitude, de part et d'autre. Donc voilà, au départ, on a fait le boulot comme il faut, on a déterminé nos condensateurs pour avoir une ondulation de la tension d'alimentation qui soit la plus faible possible. Notre cahier des charges, c'était de rester entre 4,9 et 5,1. Et là, puisqu'on a mal placé le condensateur de découplage, eh bien, on se retrouve avec quelque chose de complètement faux, puisqu'on va se retrouver avec 0,6 volts d'amplitude sur les variations au niveau de la tension d'alimentation. Et ça, c'est du seul fait du mauvais placement du condensateur de découplage. Ce mauvais placement du condensateur de découplage, dans certains cas de figure, ça va jusqu'à faire en sorte que le circuit ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'un microcontrôleur, je sais pas, vous prenez par exemple votre microcontrôleur ATmega 328 qui se trouve sur les cartes Arduino, si vous placez mal le condensateur de découplage local, ça arrive à une situation où il va y avoir des resets intempestifs du composant à certains moments. Sur des commutations qui vont être importantes, des commutations rapides, on aura un reset intempestif du microcontrôleur. Bien, je pense que là, on a fait le tour de ce qui était vraiment important. On va terminer par une petite synthèse. Et dans cette synthèse, en résumé, il y a la nécessité de caractériser la source parce que, évidemment, on l'a vu, la source a une incidence importante sur le calcul des éléments nécessaires en termes de condensateur de découplage. La caractériser, c'est caractériser sa résistance et son inductance série. Il y a également la nécessité de parfaitement connaître la charge, variation du courant en amplitude et en temps de montée et descente. On a vu que c'était fondamental parce que c'est ce qui justifie la quantité de charge nécessaire au moment de chaque commutation. A minima, on a vu qu'il fallait 2 condensateurs de découplage. Un condensateur de découplage global qui est calculé pour limiter la résonance qui est liée à la source. Et également un condensateur de découplage local qui doit être vraiment placé tout près du circuit intégré, tout près de la charge, et qui doit être calculé à la fois pour limiter la résonance qui est liée au circuit résonant qui est constitué par les 2 condensateurs de découplage, on a bien vu ça, et également pour limiter l'ondulation delta VCC sur la ligne d'alimentation. Enfin, je pense que cette vidéo vous a permis de voir que la simulation, c'est un outil qui est franchement précieux pour analyser le comportement en temporel ou en fréquentiel du circuit. Alors, dans cette vidéo, je me suis limité à une analyse temporelle. Et dans la vidéo suivante, je vous proposerai de voir
qu'est-ce qui se passe en fréquentiel? C'est toute une étude différente. C'est une étude qui est un petit peu plus complexe à appréhender parce qu'on est toujours plus à l'aise avec les aspects temporels, surtout dans les premières années du cycle universitaire, comme en but 1 par exemple. Mais vous verrez que ces aspects fréquentiels ils sont intéressants également pour bien comprendre ce qui se passe au niveau des condensateurs de découplage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui est extrêmement longue, mais bon, c'est tout un cours en fait sur les condensateurs de découplage. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère surtout que vous l'aurez vu jusque maintenant. En tout cas, si vous l'avez fait, je pense que ça mérite un petit pouce bleu, peut-être à la fois pour moi, parce que je l'ai préparé cette vidéo, mais également pour vous, si vous avez le courage de la regarder jusqu'au bout. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site ge2i.fr, je vous rappelle que c'est gratuit, évidemment. Et vous y retrouverez l'intégralité des cours que je développe pour YouTube de façon structurée, avec des tests, alors qui peinent à venir pour le moment, mais qui vont arriver. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.